Et c'est vrai que le soir-là, cette nuit-là, je dirais que j'ai vécu ce que j'appelle une expérience spirituelle en même temps. J'ai senti au fond de moi, et là c'était pas extérieur à moi, au fond de moi, qu'il y avait une flamme qui me disait, tu vas, comme une flamme qui brillait à l'intérieur, et c'était pas des mots, mais je savais que j'allais m'en sortir. Je savais que ça se passerait bien à ce moment-là. Et du jour au lendemain, ça a été, mais autant j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, autant le lendemain, j'étais dans une espèce de zénitude. Enfin, même les médecins ne comprenaient pas, j'avais une espèce... Enfin, mes amis qui venaient me voir, ils me disaient « Ah putain, on dirait le Bouddha, mais là, c'est plus toi, tu deviens presque un peu casse-couille, quoi. » Vraiment, tellement j'étais... C'est moi qui remontais le moral des gens et j'étais totalement bien avec tout ça. Et puis, mes médecins m'avaient dit... Et surtout, ça se passait beaucoup mieux que la première fois. J'étais beaucoup moins malade, j'étais beaucoup moins d'effets secondaires, au fait, cette fois. Vous écoutez la deuxième partie du témoignage d'Alexandre. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter certaines sensibilités, telles que la maladie et la mort. Prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne écoute. J'ai donc eu l'occasion de pouvoir emménager dans cet appartement qui se trouvait sous gare à Sion. Et puis, suite à un entretien avec la conseillère AI, elle m'a annoncé que j'allais pouvoir bénéficier d'une réinsertion professionnelle dans le cadre de l'AI. Jusque-là, ils avaient payé à partir de cette première rémission, vu que l'entreprise où je me trouvais auparavant m'avait soutenu durant toute la période de maladie, durant l'année de maladie. Ils avaient continué à payer mon salaire, ils avaient vraiment été incroyables avec moi. Et je me sentais vraiment dans la loyauté vis-à-vis de cette entreprise, parce que pour moi, ce métier de monteur de voie de chemin de fer, je pensais que j'allais le faire toute ma vie, que j'allais grader les échelons et puis me retrouver dans un bureau, et puis je me voyais faire toute ma carrière, parce qu'au fait, tous les gens de ma famille qui ont travaillé dans cette entreprise, ils ont fait leur vie dans cette entreprise, donc il y avait quand même une certaine garantie de l'emploi. Et puis, comme je savais absolument pas ce que je voulais faire, il fallait que je trouve un métier de bureau, donc le choix était assez vite fait. J'ai décidé d'entreprendre un apprentissage d'employé de commerce en agence de voyage, toujours dans cette même entreprise. Et puis, suite à une année de remise à niveau, on va dire, dans une école privée, j'ai pu entreprendre cet apprentissage. À côté de ça, au fait, c'est vrai que j'étais plus autant... Je sens que cette greffe m'a beaucoup changé. J'ai tellement eu peur de mourir durant cette greffe que je me suis dit, mais maintenant, c'est durable. Maintenant, tu arrêtes de t'infliger ce que tu t'infliges, tu acceptes les choses telles qu'elles arriveront, t'arrêtes de te forcer à quoi que ce soit. Et c'est vrai que du coup, je cherchais ni forcément une copine, ni forcément un copain. Je me disais, stop, maintenant tu laisses venir les choses comme elles viennent. Mon frère fréquentait avec un ami d'école qui était également gay. Il fréquentait l'association Alpagay en Valais, qui est donc l'association pour les personnes LGBT. Et c'est vrai que j'ai commencé à les accompagner et à fréquenter cette association, en me présentant d'abord comme une personne hétéro. Comme je savais pas du tout où j'en étais, cela évitait aussi d'être... des choses qui auraient pu peut-être me mettre mal à l'aise ou autre. Et c'est vrai que je m'attendais d'arriver dans une association avec des gens un peu apeurés, avec des gens mal dans leur peau, avec des gens... Et là, je rencontrais tout d'un coup une bande de jeunes qui étaient alors très extravagants, qui étaient flamboyants, c'est réellement le mot, qui avaient des goûts en musique, en art, en culture, en littérature, où tout d'un coup, par rapport aux lourdeaux que j'avais rencontrés en Valais, c'était vraiment, je me sentais complètement à l'aise de pouvoir échanger avec ces personnes. C'est aussi la période où j'ai commencé à sortir à Lausanne, à aller faire des soirées en boîte de nuit, enfin une vie de jeune en fait.
Et je me suis aussi fait un bon copain à cette époque-là qui fumait également de l'herbe, parce que j'ai continué à fumer de l'herbe à cette époque-là. Et c'est vrai que lui m'apprendra à utiliser un ordinateur. J'avais 21 ans, c'était mon premier ordinateur. Je découvrais le monde des chats, je découvrais le monde du multimédia, de la photo numérique, j'étais très attiré par ces nouvelles technologies, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, ça reste une période vraiment sympa. Je me souviens que ça, c'était avant que je reprenne l'apprentissage. C'était vraiment une période très chouette. Et puis un soir, on est sortis, j'ai rencontré une fille, on avait pas mal fait la fête. Je suis rentré avec elle, on a eu une histoire. Elle m'a dit qu'elle était bisexuelle et que elle souhaitait avoir une relation dans laquelle on serait hétérosexuellement fidèle. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas coucher avec d'autres femmes, elle pouvait pas coucher avec d'autres hommes. Par contre, elle voulait continuer à fréquenter des filles et elle me disait mais si tu veux fréquenter des garçons, tu peux. Et tout d'un coup, je me rendais compte que peut-être qu'il y avait cet aspect bisexualité en moi. Et je me souviens que peu de temps après, c'était une relation, c'était difficile à dire. Elle vivait à Genève, on se voyait plutôt les week-ends, mais elle restait pas tout le week-end. Enfin, c'était une amourette de passage, j'ai envie de dire. Et un soir, elle est venue avec un de ses amis de Sierre. Et tout de suite un super feeling. C'était un garçon d'origine irlandaise. Moi, à cette époque, j'étais fasciné par l'Irlande, la musique, la culture, tout l'aspect historique derrière. C'était un pays que je rêvais de visiter. Son père était à l'IRA, il est décédé en faisant partie de l'IRA. Sa mère était suisse, ils étaient très catholiques. Et vraiment, on avait des discussions, des échanges. On a fait la nuit à 3 dans une boîte de nuit. On a fait la fête. Et le lendemain, en arrivant à Sierre, j'ai dit à celle qui était ma copine de l'époque que je rentrais pas avec elle, que je rentrais avec lui. Et ça a été un week-end où il y avait plus de retour en arrière possible. C'était, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais beau essayer de me forcer, d'avoir des rapports sexuels, des choses, j'avais jamais réussi à avoir un orgasme. Mais là, tout était fluide, tout était simple, tout était clair. Et j'ai vraiment passé un week-end incroyable. Et à ce moment-là, il y a vraiment eu un renversement. Parce que je savais que je reviendrais plus en arrière à ce moment-là. Et du coup, je crois que la rencontre avec cet homme, il avait 27 ans, a vraiment réussi à me permettre de passer ce pas, de enfin faire taire cette homophobe intérieure. Comme je dis, le pire homophobe que j'ai rencontré dans ma vie, c'était moi. Et parce que ça m'a pris des années avant vraiment de déconstruire toute cette honte, toute cette idée que si j'étais homosexuel, j'allais finir malade du sida, que si ma vie ne pouvait être que souffrance et malheur si j'étais homosexuel. Il faut vraiment le replacer dans un contexte où c'était vraiment les messages qu'on recevait de tous les côtés. Moi, je les recevais à l'école. Enfin, on nous avait dit que le sida était une maladie divine contre les homosexuels. Il y avait quand même des choses. Ça a été horrible, cette époque d'être gay en Valais ou lesbienne en Valais. À cette époque-là, c'était horrible. Et j'ai commencé donc à beaucoup fréquenter la ville de Sierre. J'ai rencontré un couple de femmes avec qui on a accroché immédiatement. On est devenus super amis. On passait nos week-ends à 4. Et tout d'un coup, je me sentais dans le juste, dans le vrai vis-à-vis de moi. À cette époque, mes parents avaient acheté un appartement au Bouvray et donc ils étaient pratiquement jamais à Sion. J'avais l'appartement pour moi seul, donc je passais énormément de temps sur Sierre. J'avais mon appartement à Sion, mais je dormais très régulièrement soit chez mon copain, soit chez ces filles lesbiennes quand mon copain n'était pas à la maison. Et c'est vrai que ça a été une période de découverte pour moi. Une de ces deux femmes était plus âgée et vraiment nos échanges, nos discussions, ça m'a permis aussi de comprendre tout l'aspect culturel qu'il y avait derrière. Être homosexuel, ce n'est pas juste avoir des rapports avec une personne du même sexe, c'est toute une histoire. Ce sont des luttes, ce sont des rapports avec la société, des rapports à soi, de se rendre compte que nos histoires de coming out
Parce que forcément, le coming out, on finit par le faire pratiquement avec tous les gens qu'on rencontre. On fait pas un coming out où ça passe dans le journal et tout le monde est au courant. Ça commence d'abord par des amis proches, ensuite d'autres personnes qu'on rencontre, surtout quand on est avec une personne. Et c'est vrai que, à un moment, je me suis retrouvé confronté à une situation où mon copain de l'époque a dû être hospitalisé. Et puis, c'était très tôt après ce premier week-end qu'on avait passé ensemble. Il a dû passer une semaine faire des examens à l'hôpital. Et je l'ai appelé pour lui dire que je passerais le voir. Et il m'a dit, oui, par contre, je te préviens, tous mes amis seront là ce soir. J'ai besoin de savoir comment est-ce que je te présente, au fait. Et là, je me suis retrouvé face à, il y avait deux chemins. Soit le pour vivre heureux, vivons cachés, soit le maintenant ça suffit et tu t'assumes, quoi. Et tu vas au bout des choses et j'ai choisi plutôt le côté je m'assume et je vais au bout des choses. Donc, pour moi, j'étais vraiment dans cette idée que, après ce que j'avais traversé, le fait d'avoir survécu, je ne devais plus attendre l'autorisation de qui que ce soit pour faire ma vie, pour être qui je devais être, en fait. Donc cette relation n'a pas duré non plus très très longtemps. Je pense que j'étais jeune, j'avais besoin de faire mes expériences. Lui n'était pas très au clair par rapport. Il me disait qu'il ne pourrait jamais dire je t'aime à un homme. Pour lui, avec son éducation, c'était pas envisageable. Et moi, plus le temps passait, plus je me rendais compte que je refusais d'en faire une honte. Je ne voulais plus en faire une honte, et qu'il était grand temps pour moi de. Voilà, je voulais avoir un amour qui soit réciproque. Je voulais pouvoir le vivre au grand jour et puis l'assumer. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai tellement eu une longue période où j'entendais les remarques, les plaisanteries, les choses. Je me suis enfermé dans cette communauté. Je suis vraiment devenu. Je mangeais gay, je vivais gay, je m'habillais gay, je parlais gay, je consommais gay. Enfin, il n'y avait que ça. En fait, on fréquentait que des établissements gays. Les rares fois où on sortait dans des boîtes de nuit en Valais, on était tellement tapageurs et tellement visibles que souvent on attirait des problèmes. Les Securitas ont souvent dû nous sortir de la boîte avant qu'on se fasse vraiment péter la gueule. Et puis c'est vrai que mon frère, c'était la première vague des drag queens. Donc bien avant le RuPaul, bien avant tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que ces jeunes d'Alpaguet étaient tous un petit peu dans cette mouvance où ils sortaient dans des bistrots en drague avec l'idée, c'était vraiment choqué. Et puis c'est vrai qu'on avait pas mal de soucis avec les autres homosexuels qu'on connaissait qui, eux, avaient une copine, leur meilleure copine à qui ils tenaient la main pour donner le change en société. Enfin, je me souviens, moi, on les appelait les honteuses. Et c'était vraiment ce qui était culotté étant donné tout ce que j'avais vécu auparavant. Mais comme je dis, c'est pas parce qu'on est homo qu'on n'est pas moins idiot quand on est jeune. Donc j'avais presque viré un moment hétérophobe où vraiment pour moi rencontrer un homme hétéro, ça n'avait aucun intérêt. Pour moi, c'était juste des cons. C'est tout, ça s'arrêtait là. À la limite des filles, parce que je les trouvais sympas et quand même un petit peu moins bébêtes, mais ouais, j'avais vraiment inversé cette tendance. Et pendant quelque temps, ça a été ça. Donc, à côté de ça, j'ai repris un apprentissage. Je vais être honnête, je n'ai pas du tout aimé le métier de vendeur. Je n'aimais pas du tout le monde des agences de voyage. C'était vraiment... alors, sans être insupportable, pour moi, je disais, c'est un peu ma double vie. J'ai ma vie professionnelle qui me permet de me payer mes fringues Jean-Paul Gaultier et mes sorties le week-end en boîte, en fait. C'était un petit peu ça à l'époque. J'avais mon appart, voilà, je m'en sortais pas trop mal au niveau du centre professionnel, même si je détonnais. J'avais 23 ans et j'étais assis à côté d'un jeune de 16 ans, donc j'avais pas grand-chose à leur dire. Mais en même temps, ça me permettait de pouvoir faire mon apprentissage, au fait. Et puis d'obtenir un CFC. Et puis après ça, de me dire, je pourrais commencer ma vie. Enfin, je pourrais être complètement indépendant et puis enfin quitter le Valais, parce que pour moi c'était un petit peu aussi mon objectif. C'était, je voulais plus rester là, en fait. Moi, je rêvais de vivre à Lausanne, de retourner vivre à Lausanne, comme j'avais fait mon apprentissage. Même si je n'avais pas beaucoup profité de la ville, j'aimais son anonymat, j'aimais le fait que personne ne me connaisse, que j'étais pas
que j'étais pas, l'un des deux jumeaux homo de Sion, quoi. C'était vraiment ça l'objectif, j'ai envie de dire. Alors après cette première relation avec ce garçon, j'ai eu quelques petites histoires. Ça durait jamais très très longtemps et au fait, à un moment donné, j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes. Donc comme je m'étais mis à Internet. J'avais mis une annonce sur un site gay qui permettait de mettre des petites annonces, donc c'était pas du chat, en marquant que je cherchais à me faire des amis dans la région de Sion, qui aimaient la musique et qui aimaient la littérature, enfin les livres. Et un garçon m'a répondu, et c'est vrai que c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, vu qu'il aimait l'orgue dans les églises et puis plutôt la musique classique. Moi j'étais à cette époque plutôt fan de rock et de musique comme Björk, David Bowie ou des choses comme ça, donc c'est vrai que ça dénotait un petit peu, mais on s'est vite retrouvés au niveau de la lecture. On avait vraiment des discussions très intéressantes. Ça a pas tout de suite, ça a vraiment d'abord commencé plutôt comme une amitié, et puis le temps faisant, un soir on s'est rapprochés et ça allait être vraiment le premier amour de ma vie. Un homme extrêmement important dans ma vie et qui restera un ami encore à l'heure actuelle. Donc on venait tout juste de commencer notre relation et moi j'étais en apprentissage. J'allais commencer la 2e année d'apprentissage j'avais commencé ma 2e année d'apprentissage et en décembre 2000, on me fait passer un scanner de contrôle et j'apprends que il y a une rechute. Et c'était de nouveau, un peu le mythe de Sisyphe, où je poussais ce caillou et une fois qui me semblait être arrivé au sommet de la montagne, il me retombait dessus. Et c'était, mais c'est pas possible, je m'en sortirai jamais de cette affaire. Enfin, c'est inenvisageable, quoi. Donc ça a été rebelote. Par contre, comme la greffe avait été faite peu de temps avant, on pouvait pas envisager une autre greffe. Donc ce fut un autre protocole à base de sel de platine, qui a été un produit assez lourd à encaisser au niveau physique, qui a fait pas mal de dégâts aussi, surtout au niveau de mes reins. Et donc là, je suis reparti pour une période de chimiothérapie, rayons. Par contre, c'est vrai que par rapport à ces autres traitements qui avaient été tellement difficiles, donc je passais une semaine à l'hôpital pour recevoir les injections de chimiothérapie, et puis le samedi matin, je rentrais dans mon appartement, je fumais un joint, je buvais un jus d'orange sur mon balcon, et le samedi soir, j'étais au day club et je faisais la nuit. Donc et ensuite, j'avais 3 semaines où ça allait bien. Moi, j'avais toujours une période après l'injection, 2 semaines après, la 3e semaine après l'injection, où on a une phase qu'on appelle l'agranulocytose, c'est-à-dire que les globules rouges, les plaquettes, il y a tout qui s'effondre. Donc on doit se rendre à l'hôpital pour recevoir des transfusions. Et lors de l'un de ces cycles de chimiothérapie, donc on faisait plus ou moins tous les mois. Tous les mois, j'avais 1 semaine d'injection. Et ensuite, 3 semaines pour laisser récupérer avant de reprendre 1 semaine d'injection. Et puis, lors d'une de ces phases, au fait, j'ai fait une infection. Et j'ai dû me retrouver à l'hôpital. J'avais 41 de fièvre. Je me souviens, j'étais de nouveau dans une chambre un peu isolée. Donc, c'était pas une chambre stérile comme ça pouvait l'être à Genève. Mais je me retrouvais avec des poches de glace sur les artères, donc entre les cuisses, la gorge, sous les bras. Et puis ils savaient pas du tout. Donc là, ça a été une 2e fois où mes parents ont réellement pensé que c'était terminé. Puis je dirais que là, ça a été un événement très troublant pour moi, parce que j'appelle ça une expérience spirituelle. C'est qu'à un moment, j'ai senti que je n'étais pas seul dans la pièce, que j'étais accompagné, qu'il y avait quelqu'un avec moi.
Alors, j'arrive pas à dire Dieu, j'arrive pas à dire... puis est-ce que c'était simplement les délires dus à la fièvre? Je sais pas, mais je me suis senti vraiment, voilà, accompagné dans ce moment, et je sentais la nécessité que la première chose que je ferais en sortant de cette pièce, c'était de faire mon coming out à ma mère. Je voulais pas partir sans le lui avoir dit. Je voulais être honnête avec elle. Et je me souviens, ça s'est passé à la cafétéria de l'hôpital, donc j'ai réussi à me débarrasser de cette infection, et j'ai pu sortir de la chambre, et vraiment le premier jour où je l'ai vue, on était les deux seuls. Et elle m'a fait rire, enfin c'était vraiment ma mère, ça. Son franc-parler, son cash à tous les coups, je lui ai dit, ben voilà, je lui ai annoncé que j'étais homosexuel, et elle me regarde et elle me dit, je sais. Je lui ai dit, mais je suis un peu surpris de ta réponse, quoi. Là, elle me regarde, elle me dit, t'attendais à quoi, que je me lève et que je me casse? Enfin, et ça m'a fait tellement rire sur le moment, et au fait, par contre, elle m'a demandé de ne pas en parler avec notre père. Mon père fondait énormément d'espoir sur le fait d'être grand-papa un jour, et mon frère ayant fait son coming out, il remettait beaucoup ses espoirs sur moi. Donc là, je suis rentré dans un pacte malsain. Je vais être honnête, je n'aurais peut-être pas dû accepter cette demande, parce que je n'aurais jamais eu l'occasion de le lui dire en face, en fait, de son vivant. Je lui ai dit lorsque je suis allé voir sa dépouille à l'hôpital. Donc ça reste quelque chose pour moi un peu, voilà, que je n'ai pas pu avaler. Enfin bref, ça c'est venu bien plus tard. Mais le fait d'avoir pu le dire à ma mère, j'avais vraiment l'impression que, voilà, c'était le poids qui était en train de tomber, parce que je lui devais énormément, pas seulement de m'avoir donné la vie, mais pour tout ce qu'elle a fait durant tous ces traitements. Et comme je le disais, je la considérais plus comme réellement ma mère, mais comme ma meilleure amie, celle à qui je pouvais tout dire, celle à qui je pouvais me confier. Et d'avoir ce secret entre nous, ça me bloquait. Je voulais qu'elle connaisse cet homme que j'aimais de plus en plus, qui était là, à mes côtés, pendant ces traitements, que s'il se croisait à l'hôpital, je voulais pas qu'il soit présenté comme un copain. Ça me posait un problème. Et c'est vrai que mon père ne venait pas régulièrement à l'hôpital. J'avais énormément de difficultés avec lui encore à ce moment-là. Donc, ma mère venait très régulièrement, mon père beaucoup moins. Et on s'arrangeait pour que mon copain de l'époque, à l'époque, il faisait l'université à Fribourg. Donc du coup, qui ne se retrouvent pas nez à nez, en fait, ensemble. Et puis c'est vrai que, voilà, mon père était très... je pense que il était pas dupe, mais en même temps, c'était plus facile de faire comme s'il y avait encore cette possibilité. Donc voilà. Et quelque part, c'est devenu de plus en plus absurde, parce que ma mère m'a dit, donc mon frère est venu avec son compagnon à Noël, et moi je suis venu avec lui. Donc on faisait Noël avec nos copains respectifs, avec mon père en face, qui faisait semblant qu'on n'était pas... Enfin, il y avait quelque chose de très absurde derrière tout ça, parce que c'était des non-dits, et en même temps, mon père adorait et le copain de mon frère et mon copain. Du coup, c'était absurde, soyons honnêtes. Mais comme on n'avait jamais réussi à communiquer ensemble, et puis c'est vrai qu'entre-temps, plutôt que ce qui nous séparait et nous divisait, on s'est rendu compte que mon père aimait l'art. Comme je l'ai dit, moi j'aime l'art aussi. Il aimait la photo, j'aime la photo. Et on a réussi à se retrouver sur nos passions communes, de pouvoir en partager ensemble et de pouvoir... Et je crois que, de toute façon, ils le savaient, compte tenu qu'un jour, ils ont débarqué à la maison à 7h du matin, que mon intimité n'a aucune valeur. Donc, ils sont rentrés dans l'appartement à 7h du matin. J'étais avec mon compagnon, on était nus dans le lit les deux, et ils sont rentrés dans la chambre. Donc là, il n'y avait plus vraiment de doute possible. Et ensuite, mon père a fait son mandrin, il est parti dans le salon. Et puis, au fait, là où il était assis sur le fauteuil, j'avais 3 photos sur la télévision, dont une photo où on se roulait une pelle, mais pleine bouche, le truc bien... Et j'ai bien vu qu'il avait vu cette photo. Donc, mais par contre, il a toujours été adorable
avec mon compagnon. Et c'est juste dommage, c'est que on n'a jamais trouvé ce courage. Moi, j'essayais de me convaincre, de me dire, en même temps, si t'es hétéro, tu vas pas dire à ton père, il faut que je te parle, je suis hétéro. Donc pour moi, j'étais un peu là-dedans. Pourquoi est-ce que je devrais lui dire que je suis homo? Enfin, je me trouvais des excuses, j'ai envie de dire. Et puis en même temps, il était tout à fait conscient. C'est vrai que ma mère m'a aussi dit une chose lors de mon coming out qui m'a beaucoup touché, enfin qui a été, mais vraiment elle était sans filtre, de me dire si avec la vie de merde que tu as, tu peux être heureux, que ce soit avec un homme ou une femme, putain, t'auras tout réussi quoi, vraiment. Parce que pour elle, elle était tellement, mais j'en étais à mon 3e cancer, elle avait déjà perdu un enfant. Ouais, pour elle, c'était extrêmement compliqué de revivre. J'en parlais il y a encore pas longtemps avec une personne qui a perdu son fils, qui me disait, mais un parent ne devrait jamais partir, un enfant ne devrait jamais partir avant ses parents. Et là, elle avait cette peur de voir un deuxième de ses enfants partir avant elle, au fait. Et a raison, je veux dire, c'était pas gagné d'avance. Et puis malgré tout, le traitement, s'est fait de manière assez, je dirais, beaucoup plus douce. Il a eu plus de conséquences au niveau de ma santé par la suite, mais au niveau de ce qui était de la maladie purement, nausées, vomissements, prise de poids, etc., ça a été, je dirais, le traitement le plus facile. Vraiment. Je sais que ça peut sembler étrange de dire ça, mais les 2 autres avaient été tellement catastrophiques que celui-là, c'était easy, quoi. À côté, vraiment. Donc, j'ai terminé mes traitements de chimiothérapie en 2001. Et j'ai ensuite entrepris une phase de rayon, qui était donc la radiothérapie, plus pour essayer de stabiliser un petit peu les choses. Et puis, là, j'ai dû mettre environ 2 ans avant de pouvoir reprendre. Donc là, j'étais rentier AI, complètement rente à 100%. Et puis les médecins, après un 3e cancer, étaient vraiment, on va y aller tranquille. Et puis ça m'a permis durant cette période, j'allais régulièrement à Fribourg. Mon copain était à l'université, donc ça m'a aussi permis de rencontrer les milieux universitaires, de parler beaucoup d'histoire, de théologie, voilà. Enfin, c'était aussi une période qui était très riche au niveau culturel. Je veux dire, mon copain était un intello, on se partageait nos références, et c'est vrai que c'était une relation, moi, qui me convenait vraiment. Pour moi, c'était l'homme de ma vie, l'homme avec qui j'allais faire toute ma vie. Et il avait été tellement fort, tellement adorable avec moi durant toute cette période de traitement que ça avait beaucoup soudé notre relation. J'avais pu rencontrer ses parents, j'avais rencontré ses frères, ça se passait bien. Vraiment, c'était chouette. Il fêtait les Noëls aussi dans ma famille. C'était mon copain de l'époque. On se promenait dans la rue main dans la main. On était vraiment, c'était bien. Et j'avais l'impression que plus je vieillissais, moins les attaques homophobes étaient présentes, moins les remarques, les critiques, lorsque j'étais beaucoup plus jeune. J'ai l'impression que là, ça me touchait beaucoup moins à cette époque-là. Et à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre de vivre à Sion. Et puis, j'ai un ami que j'avais rencontré donc à l'association Alpaguet qui m'a appelé pour me dire que son appartement se libérait à Sierre. Et puis, que l'appartement qui se trouvait sur le même palier que le sien allait être libéré. C'était une maison d'artiste, un loyer vraiment très bon marché. C'était 600 francs pour un 2 pièces et demie. Alors, il était vieux, en très mauvais état, mais par contre, il n'y avait pas d'état des lieux. Et moi, mon père était très maniaque sur le fait de planter des clous, des vis, des choses comme ça. Et là, tout d'un coup, j'avais un appartement dans lequel je pouvais m'éclater. C'est-à-dire, mon salon, je l'ai peint en rouge, ma cuisine était en jaune, on dessinait sur les murs, j'ai fait un énorme dessin de Keith Haring contre le mur, au rétroprojecteur, ça a été vraiment, c'était un lieu incroyable, et surtout, c'était une maison d'artistes, donc c'était des fêtes tout le temps, c'était des moments vraiment incroyables,
Pour moi, qui vivais dans un immeuble à Sion où les gens faisaient semblant d'aller à la boîte aux lettres pour pas prendre l'ascenseur avec moi, tout d'un coup, je me retrouvais à avoir des voisins qui sonnaient pour me dire « Ah, on fait la fête ce soir, on va faire du bruit, donc monte, fais la fête avec nous. » Enfin, il n'y avait plus rien à voir, quoi. Donc vraiment, Sierre, en plus, a cette particularité d'être une ville qui s'est construite sur la base de l'associatif, hein, avec toute une contre-culture beaucoup plus underground que Sion, qui était très bistrot, Ibiza, poète-poète, comme je disais à l'époque. Là, il y avait un côté plus rock, il y avait un côté plus... Ouais, moi je me la pète, quoi, vraiment. Donc j'aimais beaucoup. En plus, il y avait une école d'art et il y avait une école, une HES, donc beaucoup de jeunes, beaucoup de vie. C'était vraiment. Alors je sais que ça fait sourire des fois les gens qui sont venus à Sierre faire leur haute école parce qu'ils se disent mon Dieu, mais cette ville est ennuyeuse à souhait. Mais une fois qu'on y est intégré, on sait où sont les fêtes, on sait. Voilà, je faisais beaucoup. Enfin, c'était vraiment une bonne époque, quoi. Et puis, donc, j'ai pu reprendre mon apprentissage où je l'avais laissé en, c'était quoi, 2002, 2003. Et puis, je suis arrivé pratiquement à la dernière année de cette école. Donc de l'apprentissage. Et c'est vrai qu'entre-temps, cette entreprise avait été privatisée et l'ambiance avait énormément changé. Je me souviens, mon père qui se disait cheminot, qui était vraiment, c'était toute sa vie, compter les jours pour arriver à la retraite, ça a vraiment cassé toute la dynamique, en fait, de cette entreprise. Et c'est vrai que moi, ça me plaisait de moins en moins quand même de vivre là, mais en même temps, enfin de travailler là, mais en même temps, j'avais cette vie à côté qui était tellement riche et tellement sympa que ça payait les crocs, quoi, comme on dit. Donc j'ai repris cet apprentissage. J'étais toujours avec mon copain. Et puis peu de temps avant de pouvoir passer mes examens, je dirais 6 mois avant la fin de pouvoir obtenir mon CFC. Lors d'un scanner de nouveau de contrôle, on m'annonce que je pensais impossible. Enfin, on m'annonce une 3e rechute à mon cancer. Et là, c'est l'effondrement. Là, c'est la fin de tout. J'y crois plus. Là, je suis tellement en colère. Je suis tellement désespéré. J'en ai tellement marre de prendre les armes. Il y a un moment, honnêtement, si j'avais pas eu cette relation, je suis pas sûr que j'aurais entrepris ce que j'allais devoir entreprendre. Surtout que, on m'a placé devant un dilemme qui a été très dur à gérer à cette époque-là. Donc là, j'avais 26 ans. J'allais avoir 27. On m'a dit qu'il fallait choisir entre... j'avais une chance plutôt, voilà, je vais le dire comme ça. J'ai eu une chance, c'est qu'on a trouvé un donneur non apparenté et qui avait la possibilité d'envisager une seconde greffe de la moelle. Et puis là, mon oncologue a été très claire. Elle a dit que c'était totalement suicidaire de faire ça. Que même si j'arrivais à survivre à la greffe, il y avait de fortes chances, très fortes chances que je déclenche ce qu'on appelait une GVH, donc une maladie greffe contre hôte, qui est au fait ce que l'on attend de ce type de greffe, c'est-à-dire le choc entre l'ancienne moelle et la moelle de mon donneur. Et ce choc, potentiellement, pouvait détruire mon cancer une fois pour toutes, mais également détruire mes poumons, détruire mon estomac, détruire ma peau. Et pour elle, c'était vraiment... J'avais meilleur temps de me diriger vers les soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, ça voulait dire 3 ans d'espérance de vie maximum. Et puis l'idée, honnêtement, l'idée de me savoir en train de mourir et d'imposer ça à ma famille, d'imposer ça à mon copain et surtout de m'imposer ça à moi, qui était déjà tellement anxieux, je me disais mais voilà, je crois que j'ai préféré honnêtement me dire je préfère que ça se termine dans 6 mois
Et au moins, je serais allé jusqu'au bout de la démarche. J'étais parti réellement dans une guerre. Pour moi, il était exclu que je capitule. Pour moi, c'était capituler que d'accepter les soins palliatifs. C'était sortir le drapeau blanc et pour moi, il était exclu. C'était soit mon cancer, soit moi. Donc, ça n'a pas été une décision facile. On en a énormément parlé avec mon compagnon. Moi, j'étais terrorisé, sincèrement terrorisé. On a entrepris de nouveau une chimiothérapie pour réduire la taille de mes ganglions. Et c'est vrai que ce qui était un peu prévisible est arrivé, c'est que sur la fin de ce conditionnement, j'ai fait une intolérance à la chimiothérapie. C'est-à-dire que la chimio était en train de détruire mon corps. Pas uniquement de réduire la taille de mes ganglions, c'était en train de me détruire. Donc on a dû un petit peu accélérer le processus. Moi j'ai été extrêmement malade, là même l'herbe ne servait à rien. C'était et surtout moralement, j'étais plus autant convaincu que j'allais m'en sortir. Vraiment, là j'étais... Et c'est vrai qu'on m'a fait signer énormément de documents, des décharges pour les médecins, et le fait que j'étais bien conscient qu'il y avait 50% de chances que je m'en tire pas vivant de la greffe, et que même si je m'en sortais vivant, qu'il y avait de nouveau 50% de chances que je déclenche une maladie qui allait être mortelle. Donc vraiment, quand on a signé ce type de document, on peut pas faire semblant, être dans le déni, être dans le... On est conscient que c'est qui tout double, en fait, et là c'est réellement le cas. Donc voilà. En plus, mon corps avait commencé à montrer vraiment des signes de faiblesse avec cette intolérance à la chimio. Donc, comme on m'avait dit, si je devais retomber malade, je ne pourrais plus recevoir de chimiothérapie. Mon corps n'accepterait plus jamais de chimiothérapie, au fait. Donc je me suis, on a accéléré les choses et je me suis retrouvé de nouveau dans cette chambre d'hôpital à Genève. Et pour moi, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. C'était revivre un cauchemar, en fait. Je me souviens que les 2 premières semaines, je n'ai fait que pleurer. Que pleurer, que pleurer, que pleurer. Dégueuler ma vie. Vraiment. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'était, la boucle. J'avais l'impression qu'il y avait une boucle qui se formait. Et vraiment, j'étais très très mal. Et c'est vrai que le médecin, donc ce professeur qui m'a accompagné durant la première greffe, est venu me voir en me disant que si je n'arrivais pas à me calmer, on annulait la greffe, en fait. Et là, j'ai vraiment dû prendre sur moi pour arriver à lâcher prise avec tout ça. Je me souviens que le jour où ils ont reçu la moelle, c'est le jour où j'ai signé en même temps, ça m'a fait plaisir de pouvoir signer les papiers de vote sur la loi sur le partenariat enregistré. Je me disais, au moins, ma voix aura pu être prise en compte si je devais partir, au fait. C'était vraiment ça. Même si j'étais pas forcément pour cette loi sur le partenariat, enfin, pour moi, c'était exclu que j'accepte un mariage de seconde zone. Si je devais me marier, c'est que c'était un mariage, pas un partenariat. Ça, pour moi, c'était exclu. Enfin, renier mes droits pour en obtenir un autre, j'avais pas été éduqué au niveau politique de cette manière, au niveau de mes droits civiques, en tout cas. Et c'est vrai que le soir-là, cette nuit-là, je dirais que j'ai vécu une deuxième expérience, ce que j'appelle une expérience spirituelle en même temps. J'ai senti au fond de moi, et là c'était pas extérieur à moi, au fond de moi, qu'il y avait une flamme qui me disait, tu vas, comme une flamme qui brillait à l'intérieur, et c'était pas des mots, mais je savais que j'allais m'en sortir. Je savais que ça se passerait bien à ce moment-là. Et du jour au lendemain, ça a été, mais autant j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, autant le lendemain, j'étais dans une espèce de zénitude. Enfin, même les médecins comprenaient pas, j'avais une espèce... Enfin, mes amis qui venaient me voir, ils me disaient « Ah putain, on dirait le Bouddha, mais là, c'est plus toi, tu deviens presque un peu casse-couille, quoi. » Vraiment, tellement j'étais... C'est moi qui remontais le moral des gens et j'étais totalement bien avec tout ça. Et puis, mes médecins m'avaient dit, et surtout, ça se passait beaucoup mieux que la première fois. J'étais beaucoup moins malade, j'étais beaucoup moins d'effets secondaires, au fait, cette fois. Et puis, j'avais quand même un seul effet secondaire, mais qui n'était pas désagréable du tout. On me donnait un médicament anti-rejet qui est à base de champignons, et puis, qui a comme effet, comme certains champignons, de créer des hallucinations. Et c'est vrai qu'au début, c'était des rêves qui étaient vraiment très, très troublants parce que
au bout d'un moment, je n'arrivais plus à savoir qu'est-ce qui était du rêve, de qu'est-ce qui était la réalité. Est-ce que le moment où j'étais réveillé à l'hôpital, c'était le rêve, ou est-ce que c'était le rêve où je me voyais sur une terrasse, assière, avec des amis, en train de boire un café, de leur raconter, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit, j'étais de nouveau en train de faire ma greffe. Enfin, à un moment, ça a été très troublant au niveau psychologique. Et puis après, alors là, c'était vraiment quand je dormais. Et puis plus le temps avançait, et plus c'est devenu incroyable. C'est-à-dire que je fermais les yeux, j'avais l'impression de voir comme la surface d'un lac qui se bruissait comme ça, et tout d'un coup ça partait, donc je ne dormais pas, mais j'avais des images comme projetées à l'intérieur de mes paupières où je nageais avec des baleines, je survolais Paris, j'étais dans des dans des salles de bal du XVIIIe siècle, je visitais des villes fantastiques, assistais à des événements hallucinants, et vraiment, enfin comme j'ai dit aux médecins, vraiment, si vous pouvez synthétiser ça et le commercialiser, moi, je vous en achète, tout de suite. Par contre, le problème, c'est que c'était magnifique, c'était superbe, mais on dort pas. Donc, j'étais incapable de m'endormir avec ça. Après, comme m'ont dit les médecins, j'ai eu énormément de chance. La plupart des gens font des cauchemars horribles, et moi, j'en ai fait qu'un seul, une seule vision horrible, vraiment, où j'ai vu mon médecin rentrer dans la chambre, s'attraper la joue et s'arracher le visage. Effectivement, et ça a l'air tellement vrai sur le moment que puis on a dû un petit peu limiter avec ce médicament parce que vraiment j'arrivais pas à dormir avec ça, quoi. Vraiment, et c'est drôle parce que mes médecins m'avaient dit tous les jours, le premier jour, ça a doublé le nombre de globules blancs, et ils me disaient mais il faut pas rêver, ça va pas doubler tous les jours. Et puis au fait, je faisais énormément de visualisation à ce moment-là. Donc moi, j'ai toujours essayé de trouver des solutions alternatives, non pas de remplacement de ces traitements, mais qu'est-ce que je pouvais faire moi de mon côté. Comme me disait mon oncologue à l'époque, 50% c'est le traitement, 50% c'est vous, ce que vous faites. Et c'est vrai que tous les jours j'ai doublé. Tous les jours j'ai doublé le nombre de globules blancs. Et au fait, j'ai battu un record de la personne qui reste le moins longtemps pour une greffe en chambre stérile. Et là où on m'avait promis l'enfer et les flammes de l'enfer, j'ai passé honnêtement un traitement qui a été très lourd psychologiquement, mais physiquement, qui a été de nouveau easy, au fait. Alors, je sais que ça paraît un peu bizarre de dire comme ça, mais par rapport à l'enfer du premier, c'était tranquille. Et puis vraiment, cette espèce de béatitude, je trouvais que le monde était merveilleux, je m'émerveillais pour rien, j'étais en paix avec moi. Enfin, vraiment. Peut-être la seule frustration que j'ai par rapport à tout ça, c'est que je ne pourrai jamais remercier la personne qui m'a offert sa moelle. Les seules informations que j'ai, c'est qu'il est une année plus âgé que moi, que c'est un homme. Et j'ai pu voir un petit peu de manière détournée sur la boîte qui contenait la moelle, qu'il était parti de l'aéroport de Dortmund. C'est les seules informations que j'ai, et je ne peux pas avoir d'autres informations. Je peux même pas donner une lettre à quelqu'un pour qu'il la lui donne, et lui ne saura jamais s'il a sauvé la vie de quelqu'un ou pas. Mais en même temps, cet acte d'altruisme, de pur altruisme, sans attente, ça m'a vraiment apporté quelque chose de foi en l'humanité. Quelque chose. Après, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, moi, je n'ai pas la possibilité, à cause de ce que j'ai vécu, de donner ma moelle, mais j'ai vraiment fait beaucoup de promotions autour de ça, parce qu'au fait, on peut très bien s'inscrire et ne jamais être appelé de toute notre vie. Et du coup, j'ai pu ressortir de la chambre assez rapidement, en fait, et retourner chez moi. Alors, de nouveau, avec toutes les limitations possibles qu'il y avait à l'époque, et c'est amusant parce qu'avec mon copain, si on voulait s'embrasser, il fallait qu'on se brosse les dents, qu'on se désinfecte la bouche, enfin, c'était pas sexy du tout entre nous. Puis la sexualité était très limitée, on va dire, dans les pratiques que nous pouvions faire. Mais en même temps, c'était pas ça qui était important. C'était vraiment d'avoir survécu et d'être là. Et c'est vrai que je garderai toute ma vie cette reconnaissance. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis en rémission. Et vraiment, il m'arrive très régulièrement de penser à cette personne que je ne connais pas. Et
et de me dire, c'est un très beau cadeau qu'on peut faire gratuitement à quelqu'un, c'est de sauver la vie de quelqu'un, quoi. Si je voulais faire employé de commerce, je devais tout recommencer de zéro. Je ne pouvais pas terminer en dernière année les 6 mois qui me manquaient. Donc, j'étais contraint de tout recommencer de zéro et pour moi, ça n'avait plus aucun sens après tout ça. Et de toute façon, comme j'allais l'apprendre lors d'une rencontre avec l'AI où mon père m'a accompagné, l'AI, et ça a été dit tel quel, nous n'allons pas investir de l'argent pour quelqu'un qui est potentiellement en train de mourir. Sympa. Et c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer, en fait, de toute cette histoire. Et c'était terrible de me dire, mon Dieu, c'est ça qui te fait pleurer. Il était venu me voir à la greffe, c'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Et puis, j'ai accepté cet état de fait. C'est vrai que ce qui m'a vraiment choqué à ce moment-là aussi de la part de l'AI, c'est que j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et la seule réponse, ça a été, mais avec les prestations complémentaires, on vous paye la redevance télé. Et je me suis dit, mais putain, on n'a que ça à proposer dans ce pays. Il n'y a que ça, en fait. Alors, je suis rentré chez moi, j'ai appelé les services industriels, j'ai fait plomber le câble de la télévision parce que je voulais pas être un rentier qui passe sa vie devant la télé alors que j'avais d'autres choses. Enfin, j'avais envie d'amener d'autres choses, en fait. J'avais aussi la chance, au fait, de vivre à Sierre. Donc, Sierre, comme je l'ai dit, était une ville très ouverte sur l'associatif. J'avais eu l'occasion, j'avais aussi des membres de ma famille, des cousines qui étaient dans différentes associations. Il y avait des associations qui organisaient des concerts de rock, d'autres qui organisaient une association de vidéastes amateurs qui organisait un concours de mini courts-métrages. Il y avait à l'époque le Sismic Festival qui était celui qui avait pris place après la BD de Sierre qui avait disparu. J'étais à Vinéa, j'étais à la Cour des Miracles. Enfin, il y avait énormément de choses au niveau associatif et c'est vrai que comme j'étais rentier AI, que je ne gagnais pas beaucoup d'argent, pour moi c'était l'occasion de sortir, c'était l'occasion, je travaillais souvent au bar de ces associations, donc je payais pas mes boissons et à 1h du matin quand la sauce fermait, il y avait que les bénévoles qui restaient avec les groupes, donc rencontrer des musiciens, on faisait la fête toute la nuit. Et en partant, on vous disait merci. Donc, et à côté de ça, je me suis énormément engagé auprès de l'association Alpaguet, et plutôt dans le domaine de la promotion de la santé sexuelle, qui pour moi était qui était une belle manière de rendre à cette personne que j'avais rencontrée tout au début de ce parcours du cancer également, et également de me sentir utile. J'avais ce besoin de me sentir utile par rapport à la société et de donner ce que j'étais en mesure de donner. Et c'est vrai que j'ai œuvré dans ces associations. Dans le cadre de mon engagement associatif à Alpaguet, on rencontrait, il y avait aussi bien des jeunes que des personnes un peu plus âgées. Il y avait des gens qui découvraient, qui faisaient leur coming out, que ce soit à 40 ans ou à 50 ans. Et tout ce qu'ils avaient besoin, c'était souvent d'une oreille attentive pour écouter leur histoire. Et c'est vrai que je me passionnais pour ça. J'adorais, au fait, entendre les histoires des gens, les aider à faire ce passage que j'avais eu tellement de peine personnellement. Et du coup, mon parcours aussi d'homosexuel qui s'est battu contre lui-même, au fait, pouvait être utile dans ces échanges. Et c'est vrai que j'avais énormément de plaisir à faire tout ça. Et par contre, c'est aussi vrai que l'homophobie tue et qu'on avait des jeunes. Il y a eu une période où on a eu 3 jeunes qui se sont ôtés la vie pour des raisons d'homophobie, de rejet de la famille ou des problèmes de consommation aussi. Et c'est vrai que je me sentais pas suffisamment outillé à ce moment-là. J'avais besoin d'acquérir. C'est bien de vouloir donner de sa personne, d'être à l'écoute, mais je devais aussi me protéger moi. Et je trouvais que j'avais besoin d'acquérir ces données-là. Et c'est vrai que j'ai pu effectuer un stage auprès d'un organisme de promotion de la santé sexuelle, en allant dans les lieux de drague homosexuels pour, à la base, amener des préservatifs et discuter de la santé sexuelle, mais également de me rendre compte à quel point c'était beaucoup plus large que ça, qu'on parlait beaucoup d'homophobie, qu'on parlait beaucoup... et de voir que j'avais un talent pour ça.
Je participais également à des manifestations festives où je parlais aussi avec des personnes hétérosexuelles de tous âges, de santé sexuelle. Et j'ai toujours été très à l'aise pour parler de sexe avec les personnes. Et j'aimais faire ça, je dois dire, parce que elle sentait que j'étais pas dans la gêne et que j'avais aussi toute une dimension médicale. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait des personnes séropositives, également de l'association Alpaguet, qui se sentaient à l'aise de pouvoir m'en parler. Parce que mon parcours médical, donc les gens savaient mon parcours médical, ils savaient que j'allais pas être dans le rejet. Oh mon Dieu, t'es un séropo, quoi. Enfin, vraiment, chacun sa croix, garçon. Enfin, et du coup, ça me permettait d'avoir cet échange, non pas dans la pitié, mais vraiment dans une horizontalité avec les personnes et d'être à leur écoute par rapport à ça. Je me suis présenté auprès de la Haute École Sociale de Sierre, la HESSO, pour me présenter sur dossier, parce que forcément, j'avais pas du tout les notes, j'avais pas fait un cursus classique comme mes futurs camarades avaient fait. Et puis c'est vrai que de par mon engagement associatif, de par mon histoire de vie, mon histoire de résilience également, ils ont été intéressés et j'ai pu être pris à la HES en liste d'attente, ce qui était pas plus mal parce que ça m'a vraiment pris une année, donc j'ai pas pu commencer à la rentrée suivante, j'ai dû attendre encore une année pour pouvoir commencer. Mais ça m'a permis également de convaincre les médecins de l'AI et j'ai pu être accompagné à ce moment-là par l'AI qui a donc financé cette réinsertion professionnelle. Heureusement, grâce à cette 6e révision de la loi sur l'AI. Comme je dis, c'était amusant. Au fait, ça m'aura pris, à 36 ans, j'ai pu enfin obtenir mon diplôme et ça m'aura pris 18 ans pour fermer cette parenthèse que j'avais entamée à 18 ans. Sinon, au niveau de ma vie plus personnelle, j'ai eu la chance de rencontrer à l'anniversaire des 40 ans de mon tout premier amour, au fait, l'homme qui est maintenant, qui partage mon chemin. Et donc, c'était en 2018. Et puis là, depuis 2 ans, nous sommes mariés. Et un vrai mariage, donc par un partenariat enregistré. J'ai même pu prendre son nom de famille, ce qui était très important aussi pour moi, parce que ça montrait réellement tout le chemin parcouru et que je crois que l'enfant intérieur qui avait tellement peur de son orientation sexuelle ne se serait jamais imaginé un jour que je puisse non seulement en parler autant ouvertement, mais être reconnu comme je suis aujourd'hui reconnu, comme un individu à part entière, qui peut se marier, qui peut prendre le nom de son mari. Et pour moi, c'était important de témoigner de tout ça, de témoigner également que parfois, il y a des choses difficiles dans la vie, mais qu'on peut se relever, que les choses changent, qu'il n'y a de permanent que l'impermanence, comme dirait Laurence, la créatrice de l'éveil. Et je dois tellement de choses à toutes les personnes que j'ai rencontrées ici, autant les intervenants que les participants, au travers de leur honnêteté, au travers de leur force à oser montrer leur vulnérabilité, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Et je me dis que même si j'ai 47 ans, je continue encore à apprendre, je continue encore à grandir. C'est vrai que je me rends compte que souvent, lorsque je parle de mon histoire, de tout ce que j'ai traversé, on me dit régulièrement à quel point j'ai été quelqu'un de courageux. Et moi, je me rends pas compte de ça. Je veux dire, pour moi, j'ai de la peine à entendre que c'est du courage. Pour moi, c'est de la survie. C'est un instinct de survie. Alors, effectivement, si on m'avait dit à 17 ans que j'allais traverser tout ça et que j'allais avoir cette posture de guerrier qui laisse pas tomber, qui avance malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré la peur, je me serais honnêtement moqué de cette personne parce que je me trouvais tellement déjà lâche de pas oser me mettre face à moi-même. J'avais peur de la vie, j'avais peur des autres et je crois qu'on peut pas se rendre compte des forces qui sont en nous tant qu'on se retrouve pas dans ce type de situation.
J'ai eu l'occasion justement de participer à l'école de la Source auprès des infirmiers sur les maladies chroniques. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui ressortait beaucoup, cette question du courage. Et même si je suis totalement conscient en fait que mon histoire est extraordinaire dans le sens vraiment, mais qui sort de l'ordinaire. Mais quand on le vit au jour le jour, c'est sa vie. C'est effectivement un combat. Mais on se rend pas forcément compte. C'est vrai que là, de me replonger dans tout ça, ça me permet également de me souvenir de tout ce dont j'ai été capable de me relever à chaque fois. Et de me dire que même si, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai aussi rencontré d'autres aléas de la vie, j'ai cette force, j'ai cette capacité de me relever. Et je pense que c'est une chance. C'est une chance pour moi d'avoir pu développer tout ça. Mais pour être très honnête, je pense mon cancer a été beaucoup plus difficile à vivre pour les gens autour de moi qui se sentaient tellement démunis que pour moi où c'était mon objectif de vie. Et puis aussi rajouter des fois que les gens comprennent pas, c'est à quel point ça peut être difficile, la rémission. En fait, j'ai mis plus de 10 ans après mes cancers à arrêter d'être terrorisé à chaque fois que j'allais faire un PET scan, donc un scanner. Là, aujourd'hui, je fais un scanner tous les 5 ans et c'est vrai que j'ai beaucoup moins cette peur. Pour moi, donc, il y avait dans ma démarche de vouloir partager au travers de ce podcast, il y avait également une manière pour moi de pouvoir déposer tout ça et de pouvoir l'observer. Comme je l'ai dit, j'ai passé des années à mettre tout ça sous le tapis parce qu'il fallait continuer à avancer. Il fallait continuer, il fallait faire cette réinsertion, il fallait faire ses études. J'ai encore fait d'autres études par la suite. Il fallait toujours avancer. Et au fait, il y a un moment où je me suis dit, mais j'arrivais plus à mettre les choses sous le tapis. Et je me suis, quelque part, je prenais cette année réellement pour aller nettoyer sous ce tapis, aller en profondeur, tout ce que j'avais laissé derrière, pour enfin pouvoir m'en libérer également et pouvoir en ressortir toutes les compétences, toutes ces forces qui sont les miennes et qui me permettent de pouvoir envisager la suite maintenant. Et cette suite, je la vis également au travers de l'éveil, au travers de ce qu'il propose au niveau de la vie professionnelle, mais c'est tellement plus que ça. Je veux dire, ça permet réellement d'accepter aussi cette part de vulnérabilité que j'ai chez moi, tout ce que j'ai caché sous ce masque de guerrier, et commencer aussi à m'accorder un peu de douceur et vraiment de pouvoir aussi être fier du chemin que j'ai parcouru et également pouvoir le partager avec vous au travers de ce podcast. Si j'avais un conseil à donner peut-être à une personne qui est en train de traverser un cancer, c'est peut-être le même que celui que m'a donné mon oncologue à l'époque. Je pense qu'il est très important, effectivement. C'est que il y a le traitement, effectivement, mais il y a aussi notre part à nous. Notre mindset est extrêmement important, ce que l'on se raconte au fait à l'intérieur. C'est normal d'avoir des moments où on baisse les bras. C'est normal d'avoir des moments où on n'en peut plus. C'est normal d'avoir des moments où on est à la rage, on est en colère. C'est des choses, ça fait partie de ce processus. C'est, moi, je dirais d'avoir de la bienveillance envers soi et également de se dire que moi aussi, je vais tout faire pour m'en sortir. Moi, le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est vraiment gratitude par rapport à l'éveil, parce qu'elle m'a permis de faire une chose que je n'osais pas faire. Je me suis toujours dit, je n'osais pas ouvrir la boîte de Pandore que j'avais à l'intérieur de moi, par peur de voir toutes les horreurs que j'y ai cachées pendant toutes ces années. Et finalement, en ouvrant cette boîte de Pandore, j'y ai trouvé un miroir. Et ça m'a enfin permis de me regarder en face et de voir la belle personne que je suis. Et d'accepter toutes ces parts que j'ai essayé de cacher, que j'ai essayé de dissimuler, pas comme je dis, sous le tapis. Et surtout, de le jeter, ce tapis.
Et je crois que je suis en bonne voie pour ça. Vous venez d'entendre l'histoire d'Alexandre racontée par lui-même. Encore merci à lui pour son courage et son partage. Ces témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'Éveil et sur base de volontariat. Ce témoignage a été enregistré en mars 2026. Production et droit, l'Éveil. Chargé de production et responsable du projet, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Encadrement et supervision du projet, Oran Mackenzie et David Vial. Toutes les informations concernant l'éveil sur www.aeveil.ch. Merci pour l'écoute et à très vite pour une autre histoire de vie.